Salut Charles. Écoutez, On m'a je vous compris. propose de démarrer cette petite soirée. Bienvenue à tous. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou ceux qui suivent depuis le début. Alors, on essaie de se fixer 45 minutes, histoire d'être précis, bref, et puis qu'on puisse passer à autre chose après. La première fois, on s'était vu pour vous présenter la fiche et les critères, pour faire un point aussi sur vos besoins dans l'année. Et puis après, on s'était revu pour vous présenter les attentes régionales. On vous avait envoyé un support. Et puis, le deuxième besoin, c'était de partager des outils de prise de notes, ce qui a été fait. Ce soir, comme promis, on va échanger autour des attentes sur la gestion et sur le thème de la tonalité évidence. Donc, je vais vous partager quelques vidéos qu'on a déjà vues avec les arbitres régionaux. Vous avez peut-être vu aussi si vous avez fait les petits quiz que j'ai envoyés. Et puis, à venir en fin de saison, sur notre traditionnel séminaire, on fera un petit toilettage de la fiche d'observation, puisqu'il y a des choses qui sont un petit peu redondantes. Donc, on va essayer de synthétiser et puis de la rendre plus accessible en termes d'utilisation. Parce que le Google Formulaire, ADEME est en train de plancher sur un autre format plus facile, plus ergonomique à remplir. Et puis, moi, j'interviendrai aussi avec vous sur tout ce qui est échange et la posture de l'observateur. Voilà. Ce soir, un petit peu les rappels que je peux vous faire sur les attentes. En tant qu'observateur, je vous rappelle que vous devez créer un climat de confiance par rapport à l'arbitre et puis aux arbitres que vous avez observés. Et puis, le rôle, je vais y revenir aussi. Donc, créer un climat de confiance, et ça, c'est important. J'ai souvent des bons retours, donc il faut continuer à valoriser ce qui est bien fait et à le mettre sur la fiche. Donc, ça, il faut continuer à le faire. Je vous encourage à continuer dans cette voie-là. Et puis, chose, vous savez, qui est importante, c'est favoriser l'échange. Et on s'était fixé 40% de temps de parole pour vous. Et l'idée, c'est que les arbitres, eux, parlent la plupart du temps, puisque c'est en apprenant, c'est en verbalisant qu'on apprend. Donc ça, ça passe par le questionnement. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, l'idée, c'est de leur faire comprendre que vous êtes là pour les accompagner. Mais il faut le verbaliser. C'est important de leur dire que vous n'êtes pas là pour les juger. On va dire ce qui est très bien fait et on va aussi les accompagner pour qu'ils soient encore meilleurs. Le rôle, évidemment, c'est de faire progresser l'arbitre. Je ne vais pas vous le rappeler. Et puis, une petite précision, vous devez être personne ressource. Donc, vous êtes au service de ou des arbitres du binôme. Donc, l'idée, c'est d'être dans le gagnant-gagnant, hein, de ne pas vous mettre dans la posture de prof en disant « moi, je sais, toi, tu ne sais pas ». Non, c'est « je t'accompagne, qu'est-ce que tu connais et je vais t'aider à apprendre ce dont tu as besoin ». Voilà. Et comme je le disais, n'hésitez pas quand vous êtes en débrief avec eux à verbaliser, à dire que vous êtes là pour les accompagner. Parce que dans leur tête, vous êtes là pour les évaluer. Non, cassez cette barrière-là, vous êtes vraiment un coach. Un coach, c'est quelqu'un qui guide, qui accompagne la personne dans son développement. Voilà. Et évidemment, soyez sincères et authentiques. Parfois, il y a des choses positives, on le dit, et parfois, il y a des choses qui tournent, qui sont pas bonnes. Et il faut dire aussi que c'est pas maîtrisé. Voilà. Donc, il faut être authentique et ne pas mentir. Suite au prochain rendez-vous, on verra cette partie-là en termes de posture sur le séminaire de fin de saison. Je vais très vite pour les objectifs du soir. L'idée, c'est d'identifier un petit peu au travers des vidéos ce qui fonctionne ou ce qui ne va pas. Que derrière, vous puissiez proposer un questionnement, comme si vous étiez en débrief avec les arbitres, que vous puissiez dire, par rapport à ce qu'on a vu, voilà ce qu'il faut faire pour s'améliorer, comme si on était en débrief. Et enfin, comme l'idée, c'est un peu de se caler par rapport aux attentes régionales, est-ce que ce qui s'est passé correspond ou pas aux attentes régionales? C'est un petit peu l'idée aussi de la soirée. Donc, dans identifier, vous allez voir les vidéos, hein, c'est de se dire quels sont les points forts, ce qui est maîtrisé sur la vidéo et le valoriser, et puis de voir ce qu'il y a à améliorer. En termes de questionnement, vous allez partir sur ce que vous voyez sur la vidéo, de ce que fait l'arbitre sur la vidéo ou les arbitres. Et donc, qu'est-ce qui est bien réalisé, qu'est-ce qui est acquis ou qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Donc ça va être votre boulot. Et j'ai mis des termes un peu barbares. Qu'est-ce que c'est que la maïeutique et la questiologie? La questiologie, c'est l'art de poser des questions ouvertes, ne pas avoir des réponses oui-non. C'est vraiment pour accompagner la personne pour qu'elle puisse verbaliser et trouver des solutions. Et la maïeutique, c'est l'art de faire accoucher la personne. Donc, c'est en gros questionner jusqu'à ce que la réponse vienne de l'un ou de l'autre des arbitres. Parce qu'ils sont deux. S'il y en a un qui ne sait pas, peut-être que l'autre il sait. Et évidemment, l'idée ce soir, ça va être de trouver la solution
au problème ou de dire ce qui a été bien fait. Sans plus attendre, je vous envoie dans le chat les vidéos. Alors, j'ai été ambitieux. J'ai dit 45 minutes, mais je vais essayer de m'y tenir. Par contre, j'ai mis 9 vidéos. Alors, si on n'a pas le temps de tout faire, ce n'est pas grave. Je vous enverrai le petit document support. Alors, je vais juste essayer de retrouver le chat, parce que du coup, ça a disparu de mon écran. Alors, où est le chat? Discussion, il est là. Tac. Je vous envoie l'ensemble des vidéos. Alors, s'il y en a un ou une qui veut bien les envoyer au fur et à mesure, là, on va commencer par évidence et tonalité numéro 1. Je vous laisse le soin de regarder la vidéo chez vous. Et puis après, on se retrouve pour débriefer. Donc, évidence, tonalité 1. C'est parti, à vous de jouer. Pensez à bien couper vos micros. Merci bien. Grâce à l'hybride Toyota, faites des... J'ai coupé mon micro parce que sinon… Ouais, désactivez bien les micros. Donc, regardez bien le clip évidence tonalité numéro 1. N'hésitez pas à vous le repartager si vous ne l'avez pas dans le chat. Moi, j'ai fait un arrêt sur image. Normalement, vous devez voir l'écran. Voilà. Donc, vous avez vu la situation. C'est une situation de jeu posté. Voilà. Et puis, l'idée, c'est de… Vous avez cette situation-là, vous, dans les tribunes en tant qu'observateur. Et donc, je reviens sur le fil. En gros, qu'est-ce que vous identifiez, vous, sur la vidéo? Ce que je vous propose, c'est de le faire en groupé. Il n'y en a pas un qui prend la parole. On peut se compléter les uns les autres. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous avez identifié sur cette vidéo? Ça peut être du positif ou du négatif. Hein. Attention. Hein. On parle bien de la vidéo où il y a la joueuse qui sort en remplacement, c'est ça? Non, on est sur la vidéo d'un jeu posté. Là. Il y a un jeu posté en zone 5-6. Exactement. Attends, je n'avais pas la même, alors attends. Donc, regarde bien, c'est la vidéo qui s'appelle Évidence tonalité 1. Okay. Allez, je prends la parole, c'est bon. Allez, vas-y Charles, qu'est-ce que tu as pu repérer, toi? Moi, il y a deux choses que j'ai repérées. Oui. C'est, entre guillemets, coup de sifflet hors zone, mécanique AT. Oui. Mais par contre, ce qu'il faut aider, c'est le bon aide. OK. Voilà. C'est-à-dire que même s'il n'a pas coupé, il a toujours un œil sur le… Il est en close down, AT est en close down. AK devrait plutôt descendre un peu plus bas pour pouvoir gérer mieux la situation du fait que AT n'est pas descendu. Mais bon, il voit bien le bras d'enroulement et il prend un bon call pour moi. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont repéré autre chose que Charles? Donc, Charles, responsabilité AK, il y a une aide de l'arbitre de tête. Ouais, je pense que Charles a bien repéré. Donc, il y a une obstruction, effectivement, du défenseur. Vous l'enverrez, hein, vous aurez le temps de lire. Il y a d'abord une première faute avant l'action de tir et ensuite une faute pendant l'action de tir. Ce qu'on souhaiterait là-dessus, c'est de sanctionner la première situation. Donc là-dessus, comme l'a dit Charles, responsabilité AK. Le problème, là, vous voyez sur la petite vidéo, vous pourrez regarder chez vous, c'est que l'arbitre de queue, il est aligné. Il est aligné avec le défenseur et l'attaquant. Vous pouvez voir sur la petite vignette et vous pourrez regarder chez vous la vidéo à nouveau. C'est le gros souci. Donc maintenant, si vous êtes en débrief, vous avez identifié ça dans les tribunes. Quelles sont les questions que vous pourriez poser à l'arbitre ou aux arbitres lors du débriefing? La première question serait qui a géré la situation? OK. Donc, parce qu'en fait, à ça, on a l'impression qu'ils ne sont pas concernés du tout. Ça marche. Est-ce que tu veux enchaîner, Mickaël? Non, oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire d'abord de revenir sur la situation et de savoir, de questionner au vu de l'action pourquoi AT il a sifflé. De questionner AK de pourquoi lui, il n'a pas vu la situation et qu'est-ce qu'il aurait pu faire du coup pour la prochaine fois si ce genre de situation revient pour qu'il puisse voir l'action et prendre la faute. Super, bravo. En termes de fonctionnement de duo, comment vous pouvez les impliquer tous les deux?
Vous êtes en débrief avec un duo. Donc là, vous posez des questions individuelles. Comment est-ce que vous pouvez les impliquer tous les deux? Parce que là, c'est une situation qui va impliquer les deux arbitres, pour le coup. Est-ce que vous êtes dit lors de votre briefing pour gérer ce genre de situation-là? Super. Merci, merci les gars. Bah, écoutez, j'avance parce que vous êtes au top. Donc, j'ai remis la petite plaquette, là, comme vous pouvez le voir sur le déroulé, sur mon PowerPoint. Pensez à bien utiliser la plaquette pour matérialiser la situation, pour qu'on voit bien la situation et ne pas le dire uniquement verbalement. Moi, je vous ai mis des questions bateau, vous en avez trouvé qui sont très bien. Qui est en responsabilité sur ce genre de situation? Comment vous devez vous placer? Sur quelle situation AT peut-il traverser pour arbitrer? Parce que ça, éventuellement, l'AT il pourrait traverser là-dessus. On peut se demander. Donc, on peut aussi lui poser la question, tiens, quand est-ce que tu vas en zone 6? Et puis derrière, ben, comme vous l'avez dit, hein, comment est-ce qu'on arbitre en binôme? Donc, pourquoi tu as sifflé? Voilà. Quel serait le conseil à retenir sur cette situation? Qu'est-ce qu'il pourrait dire en disant, bah, tiens, la prochaine fois, si j'ai affaire à cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Mais pour moi, j'utiliserais la plaquette, en fait. Et justement, à travers la plaquette, en vue de l'action, de lui réexpliquer qu'en fait, quand il y a un drive côté AK, de faire soit le cross-step en fonction de là où va l'action de jeu, mais c'est surtout de se préparer et de voir si l'action, elle passe après, derrière, vers le fond, en fait, qu'il redéfinisse bien les critères avec son collègue, à partir de quand ça va être de sa responsabilité et à partir de quand ça repasse sur la responsabilité de l'AT. OK. J'ai mis un arrêt sur image, là, comme vous pouvez le voir, où on voit bien qu'il est aligné. Hein, vous voyez, il est aligné. Donc, Excuse-moi, Anthony, Jean-Philippe. vas-y. Ouais. Là, à mon avis, le conseil à donner, c'est on voit que l'arbitre de queue, il a principalement un seul duel à gérer au poste bas et tout est dégagé. Les autres joueurs, ils sont très hauts, ils sont derrière la ligne à 3 points. Donc là, il faut vraiment que l'arbitre de queue il descende pour gérer cette situation. Ouais. Donc, il faut qu'il fasse un pas ou deux pour venir au moins à hauteur de la ligne de lancer franc, voire un petit peu en dessous pour vraiment gérer ce poste bas. Alors là-dessus, tu vois, descendre, il est bien au niveau des lancers, mais comme il est aligné, moi je dirais même plus, soit revenir un petit peu là où, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, un petit peu plus vers l'axe, vers la ligne à 3 points, vers l'axe, Oui, un petit peu, ouais. pour chercher l'angle. Voilà. Donc effectivement, vous êtes top, hein, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Donc moi, ce que j'ai mis là-dessus, ce qu'on attend nous au régional, c'est la notion, comme vous l'avez dit, de responsabilité compétence. Donc comme l'a dit Charles, l'AK est en responsabilité, mais l'AT peut être en compétence s'il y a une évidence que l'arbitre de queue n'a pas vue. Là, AT ne traverse pas, mais ça n'empêche qu'il ne se passe pas grand-chose, donc il peut jeter un œil à la situation. La deuxième chose, on vient de le dire avec Anthony, c'est de rechercher l'angle ouvert pour juger la position légale de défense, parce que là, on arbitre le défenseur et la notion de cylindre sur cette situation-là. Et enfin, confirmer ce qui s'est bien passé en disant, là, c'est cool parce que AT, il a pu aider, quoi. Et il a décalé le coup de sifflet. On le voit bien puisqu'il a laissé la première faute et il prend la deuxième. Donc, si on avait cette situation-là au niveau régional, est-ce que ça correspond à ce qu'on attend d'un arbitre régional? Est-ce que ce qu'ils font est correct ou pas? Et après, je donne la parole à Jean-Michel. Est-ce qu'à votre avis, ce qui se passe, c'est bien? Avec des arbitres régionaux, ça serait bien. D'un point de vue AK, est-ce que c'est bien? Non, d'un point de vue AK, il n'est pas au niveau des attentes, puisque du coup, il ne siffle pas la faute parce qu'il est aligné. Exactement. Donc lui, AK, on va lui dire, écoute, il faut que tu fasses l'effort de chercher l'angle, puisque la T n'a pas traversé. Et en termes de duo, par contre, c'est super, parce que l'arbitre de tête, il est venu aider. Donc ça, c'est cool. Jean-Michel a levé la main. Oui, bonsoir, désolé pour le retard. Une petite question sur la situation. Oui. On félicite AT pour avoir pris la faute, mais est-ce qu'on peut revenir sur le fait du fait que AK soit mal placé, la faute qui aurait dû être prise en premier, donc la faute qui est encore sur le dribble, ne soit pas prise et que du coup, de ce fait, deux lancers francs soient accordés à l'attaquant? Bonne question. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais? Je pense qu'il faut quand même le leur dire, quoi. Ouais. Moi aussi, je pense qu'il faut, comme j'ai écrit dans à identifier, c'est-à-dire que la première faute doit être sanctionnée, et donc c'est à l'AK de se décaler pour avoir l'espace. Voilà, effectivement. Écoutez, parfait. Donc, vous avez compris, hein, on va être sur maintenant la deuxième situation. Donc, si quelqu'un veut bien la remettre dans le chat pour ceux qui seraient arrivés, je vous laisse prendre connaissance de la situation 2, donc évidence, tonalité 2.
et après, on se revoit. Et dans le lien que tu nous as envoyé, moi, j'ai que ET1 et ET3. C'est normal? Ah non, c'est pas normal, non. Attends, je vais remettre dans la discussion. J'ai remis toutes les vidéos dans la discussion. Ouais, ben là, j'ai ET1, ET3. Mais c'est peut-être celle-ci que tu voulais mettre en deux. Je sais pas. Du coup, j'en ai une qui a disparu. Pour moi, c'est pareil. J'ai ET1, ET3, ET4, ET7. C'est pas grave. On bascule sur la troisième, parce que de toute façon, comme je vous ai dit, j'ai été gourmand, j'en ai fait trop, mais vous pourrez la regarder chez vous. Donc, on bascule sur Avec la plateforme de commerce tout en un de Shopify. évidence tonalité 3. Pas de souci. Hop, ça, vous regarderez chez vous. Là, on est sur une situation de drive et un joueur qui vient en aide. Vous allez voir. Je laisse prendre connaissance de la situation. Merci, les gars, pour me faire la remarque. Et après, dès qu'il y en a un qui veut se lancer, ou une, vous y allez. La parole est à vous. Qu'est-ce que vous pouvez identifier sur ce genre de situation? En positif, en maîtrisé et en amélioré. Toujours pareil. Faites-vous plaisir. Hein. Ok, donc je me lance si tu veux. Vas-y. Donc on a une action de tir effectivement de l'équipe noire qui est le contrôle de ballon et l'équipe rouge qui est en défense. Il y a un drive, l'arbitre il est placé en zone B, plutôt zone B orientée. Le drive est bien dans sa responsabilité, donc responsabilité AT. Mais en fait, je trouve qu'il est quand même, moi je le trouve un peu, je le trouve pas ouvert en fait, je le trouve un peu de biais et pas Shit call. Et pas ouvert vraiment face au jeu, parce que du coup, pour moi, il y a no call et que du coup, il siffle une invention du fait, je pense, de son erreur de placement au niveau de la fenêtre, et donc du coup, il accorde 2 points plus la faute, alors que pour moi, il n'y avait rien du tout. Ok. Est-ce que, Charles, tu parles de chip call? Ouais, shit call. Un call de merde. Okay. Je rejoins Mika là-dessus. Du coup, je crois qu'on est sur l'évidence tonalité 2. Hein. C'est moi qui ai dû me tromper, hein, les gars. Donc, je reviens parce que ce n'est pas la même situation que j'ai à l'écran, moi. Mais je vous suis là-dessus. Allez-y. Moi, j'ai cliqué sur le lien T3, mais qui n'est pas. Ouais, qui est celui-là, voilà. Ouais, c'est celui-là. Donc, on y est. En gros, je te rejoins clairement, c'est mauvais placement, donc égal mauvais jugement. OK. Et là, l'angle ouvert qui s'ouvre, il s'ouvre vers AK, comme c'est un layback. Donc, même s'il est en responsabilité au départ de l'action, il est que en compétence à la fin de l'action. Et donc, s'il y a quelque chose de très évident, il faut venir en décaler et laisser l'opportunité à AK d'intervenir en premier. Okay. Et là-dessus, il se fait avoir parce qu'il reste sur place et il est mal placé, donc il juge mal. Donc voilà. Ok. Eh bien, écoutez, je vais dans votre sens, c'est un no-call. Effectivement, l'attente là-dessus, c'est no-call. C'est l'arbitre de tête qui est en responsabilité parce que ça vient de son côté. Ah. Après, on a l'arbitre de queue qui, effectivement, peut être compétent sur la fin du tir. Ce qu'on peut repérer aussi, c'est qu'il est bien placé au départ, notre ami. Et par contre, il reste immobile sur toute la situation, si vous regardez bien. Donc, le questionnement, qu'est-ce que vous auriez pu dire lors du débriefing, si vous avez cette situation-là à débriefer? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut se dire là-dessus? Bon, je vais prendre la main, hein, du coup, si vous êtes plus là. La question qu'on peut se poser, c'est qui est en responsabilité de cette situation? J'étais en train de regarder la vidéo. Donc, du coup, toujours pareil, prenez la plaquette pour bien visualiser la situation. Donc, dessinez-la si vous n'avez pas la plaquette avec les aimants, mais il faut vraiment le voir. Puis derrière, comment éviter le coup de sifflet? Parce que c'est un coup de sifflet en réaction et dans l'émotion. Là, il invente un truc. Et donc, du coup, là-dessus, qu'est-ce que vous pourriez retenir pour éviter de siffler? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à l'arbitre ou aux arbitres qui seraient en AT? Là, moi, je lui dirais, en
en fait, déjà, je pense qu'il n'anticipe pas la lecture de jeu. Donc ça, il faut qu'il commence à avoir un petit peu de réflexe. Il voit que le ballon commence à s'orienter vers le côté gauche et avec un jeu posté, tu sais que ça va descendre vers le bas. Donc se préparer à arbitrer parce que ça va venir vers lui. Et ensuite, je pense qu'il faut qu'il s'oriente un petit peu différemment, qu'il soit un peu plus ouvert au jeu et que il siffle vraiment l'évidence et qu'il ne soit pas dans l'anticipation de ce qui va se passer. Exactement. Donc là, vous voyez, je vous ai mis un arrêt sur image. Je pense que vous voyez. Donc là, il est plutôt bien placé. Il a l'angle ouvert sur la situation. Par contre, ce qui doit être fait au moment où il y a le drive qui part ici, c'est de l'accompagner pour venir un petit peu en close down, pour aller voir ce qui se passe avant l'action de tir, évidemment. Parce qu'à partir du moment où le joueur ramasse le ballon, on peut faire un petit pas sur le côté pour s'ouvrir l'angle et effectivement voir qu'il n'y a rien à siffler sur cette situation-là. Donc, si je reviens, voir, analyser, juger. Ouais. De ne pas siffler dans l'émotion. Donc, ce qu'on a vu avec Maxime, pour ceux qui étaient là mercredi dernier, c'était analyser, comme dit Charles, du début jusqu'à la fin et garder l'air dans le ventre, pas avoir l'air dans la gorge, ce que nous disait Maxime. Et puis derrière, analyser aussi l'incidence du contact et dans le doute, ne rien siffler parce que vaut mieux un oubli qu'une invention. Et enfin, comme je vous l'ai montré, rechercher un petit peu l'angle ouvert du début jusqu'à la fin et s'ajuster sur un petit pas pour garder l'angle ouvert avant l'action de tir. Donc, effectivement, sur ce genre de situation-là, je réponds à la question, ça ne correspond pas non plus aux attentes régionales, puisqu'il faut un petit peu de mobilité sur un ou deux appuis. Et là, on n'y est pas. Et en plus, en termes de tonalité, c'est un coup de sifflet qui ne sert à rien du tout. Je vous laisse prendre connaissance du suivant. Donc, si vous pouvez le partager ou en tout cas cliquer sur le 3e lien. Et pareil, je laisse ouvert la discussion sur ce que vous voyez, sur ce que vous identifiez comme problème ou comme point positif. À vous de jouer. Évidence, tonalité, le clip numéro 3 ou 4 du coup, si je me suis trompé dans les noms. Alors Jean-Michel, si tu as levé la main et que tu souhaites y aller, tu peux y aller. Tu prends la parole et puis tu y vas. Je vois que tu as la main levée. Attends, je regarde encore. Donc là, vous avez un drive. Normalement, c'est la bonne cette fois-ci. Un drive d'un petit qui vient s'emplafonner sur un grand en plein milieu de la zone 5. Ouais, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je vous laisse me dire un petit peu ce que vous voyez sur cette situation-là, ce qu'on peut en dire. Qu'est-ce qu'on peut identifier? Ah, si vous n'y allez pas, on ne va pas être dans le timing, les enfants. Elle n'est pas simple, celle-là. Moi, je vous propose de Ah bon, tu trouves qu'elle n'est pas simple? Non, quand on ne connaît pas le basket, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Parce qu'en fait, c'est un mec qui va s'emplafonner sur un grand. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'il fait exprès ou pas de baisser les bras. Sur ce genre de situation, c'est no call. Contre un plus grand et il va le défoncer. Donc là-dessus, nous, l'attente qu'on a, c'est un no call. Mais c'est surtout que Aka, il est hyper mal placé. Il est trop loin. Alors, on va pouvoir en parler. Moi, Aka est en responsabilité. Pour moi, il est plutôt bien placé parce qu'il y a des joueurs qui sont devant lui. Il a bien l'espace entre les joueurs. Vous regarderez chez vous, il est plutôt pas mal. Même s'il pourrait, effectivement, Mickaël, je te le concède, il pourrait se rapprocher. Par contre, il juge à l'arrêt, il est nickel. Derrière, je vous ai mis le défenseur, lui, il est en position légale et c'est l'attaquant qui vient percuter le buste. Donc, il n'y a pas de contact évident sur le bras du tireur. On siffle rien. Si on avait à débriefer ça, quelles questions on pourrait poser aux arbitres? Allez-y. Hein. Tu reviens sur les critères de PLD pour moi, là-dessus, et de verticalité. Ok. Quels sont les critères position légale de défense, de la verticalité? Où a lieu le contact? Et avec tout ça, tu peux savoir s'il y a passage en force ou pas, ou qui vient réduire la distance. Plutôt intéressant. Donc, je vais avancer. Tu regardes, tu m'as devancé. Je promis, on n'a pas fait l'intervention ensemble. Donc, quels sont les critères de la position légale de défense et qu'est-ce que vous analysez sur cette situation-là? Donc, en gros, qu'est-ce que vous devez regarder? Qu'est-ce que tu regardes? Où est-ce que tu poses tes yeux pour trouver les critères et les indicateurs? À quel moment? Donc, d'abord, on va juger les pieds et après, on va juger la verticalité et les mains, les usages égaux des mains. Ce qu'on doit retenir là-dessus,
Je vais avancer un petit peu pour gagner un peu de temps. Si vous estimez que c'est le défenseur qui va chercher les bras de l'attaquant, ben évidemment, il faut sanctionner le défenseur, ce qui n'est pas le cas sur cette situation-là. Et puis, la deuxième chose à retenir, c'est qu'il faut rechercher l'angle pour avoir bien l'espace entre les joueurs et qui va réduire la distance. Où est le point de contact pour savoir si on peut siffler une offensive ou pas? Et quel est le sens du jeu pour savoir quel arbitre doit siffler? Donc là, c'est plutôt un arbitre à gauche. Michael? Non, je disais juste, là-dessus, moi, généralement, j'aime bien utiliser une anecdote pour que ça marque au niveau des arbitres. Et j'utilise Tony Parker quand il jouait là, avec les grands, justement, où en fait, les grands étaient bien dans leur cylindre. Et lui, comme il était plus petit pour aller justement jouer les 1 contre 1, il venait justement mettre un contact au niveau du torse, ce qui fait que les gens se baissaient. Et en fait, il montait et ça tapait dans les bras. Et on sifflait faute à chaque fois aux défenseurs. Sauf qu'en fait, c'était le premier contact qui était là. Et généralement, ça leur permet de bien revoir en chronologie et de se rendre compte que finalement, ce n'est pas parce qu'on baisse que finalement, c'est le défenseur qui est tout le temps responsable, quoi. Exactement. Donc, en technique d'arbitrage, pareil, une petite astuce, un petit conseil de Maxime qu'on a eu la semaine dernière, c'était angle, point de contact, centre du jeu. Pensez bien pour pouvoir juger les actions. Au niveau régional, ben là, c'est nickel parce qu'il n'y a aucun des deux arbitres qui siffle. Ils sont plutôt bien placés à l'arrêt et calmes. Ils sont bien. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je vous laisse regarder la dernière situation sur la tonalité avant de basculer après sur la gestion. Donc là, on est sur le clip 4 de l'évidence tonalité avec une prise de position préférentielle. J'espère que vous voyez tous les vidéos parce que vous ne participez pas trop. Alors je me sens un peu seul. N'hésitez pas à y aller. Hein. JP, je suis désolé, mais je n'ai plus le lien pour les vidéos. Hein. Ah, tu n'as plus le lien pour les vidéos. Attends, je vais te les remettre dans la discussion. Hein. Parce que les copains, ils ne mettent plus les liens. Voilà, je les ai remis dans la discussion, Louis. Merci. Moi, sur celle-ci, je trouve que effectivement, il y a une situation qui se passe devant Aka. Aka est en responsabilité. Je trouve qu'il est plutôt bien orienté. Je pense qu'effectivement, il y a faute. Il la prend à l'arrêt. Donc, pour moi, c'est un bon call. Ça, c'est ce que tu identifies. Okay. Est-ce que quelqu'un voit autre chose? Jean-Michel, tu as levé la main. Oui, moi, j'ai autre chose. Ah, pardon. Vas-y, Jean-Michel. Jean-Michel, vas-y. J'y vais. Ma main est levée, mais non, mais je vais baisser. Parce qu'en fait, j'avais juste laissé. Donc, Pas de souci. Charles, vas-y, lâche-toi. C'est la gestuelle, moi, qui ne me plaît pas. OK. La gestuelle de Aka, et le joueur est déjà au sol. Il n'y a qu'un duel porteur de balle, couple porteur. S'il siffle faute et on voit qu'il ne fait pas de geste offensif, donc on se doute que c'est une faute défensive, le joueur qui est au sol, il n'a pas besoin de lui montrer en le pointant du doigt. Okay. C'est pas bon parce qu'en plus, il est déjà au sol. Et limite, bon là, il est un peu loin, mais si le joueur tombe à vos pieds, vous avez sifflé la faute, mettez la main et aidez-le à se relever. Et ça montre que vous l'avez pénalisé, certes, mais que vous êtes quand même humain et que vous pouvez l'aider à le relever. Et puis après, vous vous retournez, vous faites votre gestuelle. Mais là, il est un peu loin pour l'aider à le relever, mais pas besoin de pointer la main. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Bravo. Écoutez, on va pas aller plus loin. Hein. Il y a effectivement une faute def, comme l'a dit Michael. L'ACA, il est bien placé et il est en responsabilité, ce que disait Michael. Et puis, effectivement, là, on voit bien qu'il y a un défenseur qui accroche le maillot pour empêcher l'attaquant d'attraper correctement le ballon. Les questions qu'on peut se poser là-dessus, les questions qu'on peut poser aux arbitres, enfin, à l'arbitre de queue. Attends, tac. J'essaie de vous améliorer dans votre boulot. Hein. Allez-y, hein, tentez. Hein. Des questions ouvertes. L'idée, c'est de faire accoucher la personne, que la personne puisse trouver la solution par elle-même. Donc, on a vu ce qu'elle avait identifié. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question pour l'amener à verbaliser tout ça? Comment il… Non. Allez, je vous aide un petit peu. Comment est-ce que vous avez arbitré cette situation-là en équipe? Là, effectivement, il y a un peu haute la prise de position, mais on ne sait jamais. Il y a peut-être l'arbitre de tête qui peut traverser, même si là, il n'y a pas de nécessité. Donc, comment vous l'avez arbitré en équipe? Et vous pouvez le matérialiser sur la plaquette. Comment tu t'es senti au moment de mettre la sanction? Et comment tu as sanctionné? Et là, on va venir sur ce que disait Charles. De quelle manière tu as sanctionné? Et quels critères tu as pris pour décider sur cette situation-là? Vous avez la réponse dans ce qui a identifié.
Et les petits points à retenir, je ne vais pas vous les faire redire, mais vous verrez qu'il y a une erreur d'endroit de remise en jeu, parce que là, on est hors trapèze, donc il faut faire la remise en jeu. Pardon, on est dans le trapèze, donc c'est en zone 4 qu'il faut faire la remise en jeu. Et puis, du coup, il faut éviter de désigner le fautif, comme le disait Charles, au moment où j'ai dû me tromper, ce n'est pas la zone 4, c'est la zone, Zone 4, le la quoi? zone 6. Il faut faire la remise en jeu en zone 6. Ouais, je me suis trompé, je vais corriger ça. Elle est en ligne de fond, là, zone Ouais, 6. zone 6 et pas sur le côté. Donc là-dessus, les petits points à retenir, c'est que c'est un super coup de sifflet. Et puis derrière, si on veut aller un peu plus loin, administrer la remise en jeu au bon endroit. Et puis derrière, éviter de désigner le fautif. C'est exactement ce qu'on attend. Même s'il fait le petit geste, on ne va pas aller chipoter. C'est quand même un bon arbitrage de la situation si on voit ça en région. Je vous ai remis les attentes sur la tonalité du document. Je ne vais pas les relire, mais c'est ce qu'on avait conçu et ce qu'on vous a envoyé. Donc, je vous les ai remises là, ce qu'on attend au niveau du duo et de l'individu. Et je vous propose, sans plus tarder, maintenant d'enchaîner sur la gestion. Alors, je pense qu'on débordera un petit peu s'il y en a qui veulent nous abandonner, mais ça me paraît intéressant de faire au moins 3 clips pour voir plus si affinité. Donc, je vous laisse prendre connaissance du tout premier. Et ceux qui ne se sont pas encore exprimés, n'hésitez pas à prendre la parole. Il n'y a pas de jugement, vous serez bien accueillis. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est là pour partager les infos. Oui, voilà, c'est celle-là que j'ai vue tout à l'heure. Voilà. Donc là, on est sur un remplacement et une gestion d'un coach. Ouais. Pareil, qu'est-ce que vous identifiez en bien maîtrisé et en choses éventuellement à améliorer ou pas? Moi, je peux parler. Si personne ne parle, je parle pour que ça avance, parce que je vais devoir vous lâcher vers 20h, absolument. Vas-y. Première chose, c'est bien ce que fait l'arbitre. Il ne l'attaque pas de front, il se met de biais. 3/4, il est toujours ouvert face au jeu, donc il aide au cas où son collègue, s'il y a un moindre souci sur le terrain, en ayant toujours, entre guillemets, les 10 joueurs dans le regard, du moins dans son champ visuel. La seule chose que je lui reproche sur cette action, c'est qu'en fait, ils ont l'air de parler en même temps. Et jamais parler en même temps à un coach. Il faut d'abord l'écouter. Première chose, toujours l'écouter, ça permet de désamorcer le coach. Déjà, il l'a bien fait, c'est de le ramener dans sa zone. Mais après, derrière, c'est de l'écouter s'il a quelque chose à dire ou lui faire passer tout de suite l'information s'il y a quelque chose dans sa manière d'être qui n'était pas correct. Okay. Et après, c'est un petit peu long parce que les deux, ils marchent, ils parlent un petit peu en marchant et voilà, il s'en va. Donc, vraiment, c'est step by step les choses qu'il faut faire. On le ramène dans sa zone de banc. Si c'est lui qui avait fait une contestation, on lui demande qu'est-ce qu'il y a. On l'écoute, ça le désamorce. On lui donne la réponse brève et fictive et on part. Ok. Basta. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, il ne gère pas le remplacement. Donc ça, par contre, voilà. Mais ce que j'ai bien aimé dans la gestion, c'est que et c'est ce que je dis aux arbitres, il n'a pas dit, il s'est pas arrêté en disant non, coach, allez dans votre zone de banc. Il s'est déplacé automatiquement dans la zone de banc, ce qui a fait que le coach l'a suivi dans la zone de banc. Et donc là, déjà, il ne grille pas un joker, entre guillemets, puisqu'il n'a pas besoin de rentrer déjà en conflit avec le coach en utilisant cette technique. Et après, je suis d'accord avec Charles, c'est un peu trop long quand même. Je pense qu'il faut aller plus abrégé et il est bien ouvert face au jeu et tout, donc ça, c'est pas mal. Ok. Là-dessus, nous en région, c'est acceptable. En championnat de France, en national, je peux comprendre c'est long. Par contre, nous en région, c'est complètement acceptable. Il y a une écoute, même si au milieu, effectivement, ils discutent un peu en même temps, mais au début, vous regarderez bien la vidéo, l'arbitre fait l'effort d'écouter. Il lui répond, et puis après, il y a une reprise du jeu, donc c'est plutôt bien. Il l'accompagne, comme vous l'avez vu, dans la zone de banc, c'est top, c'est ce qu'il y a à faire, gentiment. Et puis, vous l'avez dit aussi, il y a une posture qui est plutôt ouverte au jeu. On voit sur la photo, là, il reste orienté par rapport au terrain. Donc là, il est à l'écoute, mais sa priorité reste le terrain. Voilà. Et il y a même un petit sourire à la fin, vous regarderez. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, tu l'as vu, Charles, c'est qu'il y a un déplacement calqué par rapport à l'entraîneur. Donc, il est en train de gérer en se déplaçant. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Donc, je vais y aller un petit peu plus vite pour qu'on ait le temps de voir les situations. Mais qu'est-ce que tu as fait pour gérer l'entraîneur? Comment tu t'es senti? Ça, c'est difficile. Les arbitres ont du mal à répondre quand ils ont besoin de parler de leurs émotions. Ils vont dire « Ah ben, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Non, on ne parle pas de fait. Comment tu t'es senti? Tu étais à l'aise? Tu étais stressé? Tu étais énervé? Tu étais en contrôle? Tu étais calme? Voilà. Comment tu t'es senti quand tu l'as géré? Quand vous parlez de gestion, c'est important aussi de parler des émotions pour voir comment ils ont vécu la situation. Et puis, qu'est-ce que tu ferais si tu devais gérer à nouveau la même situation?
Tu ferais la même chose ou tu changerais des choses? Donc là-dessus, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est plutôt positif, hein. On part d'une situation où les deux partent, ça se passe plutôt bien. L'accompagnement, c'est vraiment top. Ça, faut dire que c'est bien fait, il faut appuyer. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est de rester statique. À un moment donné, quand on va dans la zone de banc du coach, il ne faut pas bouger avec lui. Il faut rester ouvert au jeu. Et puis, le coach, s'il bouge, il peut bouger, mais nous, on reste statique et ouvert au jeu. Voilà. Ça correspond à ce qu'on peut attendre d'un arbitre régional. Évidemment, en championnat de France, il faudrait que ce soit plus court. Et puis, ça serait, avec la gestion du remplacement, ça serait nickel. Mais en région, c'est plutôt pas mal, ça. Je vous invite à regarder la situation numéro 2 en termes de gestion et me dire un petit peu. Alors, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui participent. Alors, soit ils ont mis ça en fond, ils sont en train de cuisiner, mais allez-y, parce qu'on est là pour partager des choses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Allez-y, dites-nous ce que vous voyez. En bien ou en pas bien? Allez, je vous laisse la parole. Encore du monde qu'on n'a pas entendu là, hein. Olivier, Kéro, Melvin, Raph, Will. Allez-y, lâchez-vous. Amine, qui est là aussi. Alex, qui est là. C'est un match d'Audrey, non? On s'en fout. C'est un match arbitré par des arbitres. Bon. Allez. Donc, si Raph est sur la route, ben, sois prudent, Raph. Donc, ne regarde pas les vidéos au volant. Tu regarderas chez toi. Ben, vas-y, Mika. Si la personne veut se lancer, on avance, hein. Ouais. Si tu veux. Olivier, qu'est-ce que tu repères là-dessus? Alors, pour moi, c'est un bon travail d'équipe parce que du coup, l'arbitre il siffle la faute et il annonce sa gestuelle, il fait sa gestuelle. Et après, l'arbitre il vient directement en soutien parce qu'en gros, le joueur il se fout de sa gueule littéralement en l'applaudissant. Et du coup, il vient l'aider. Et je pense que c'est un beau travail d'équipe. Super, bravo. Impeccable. Est-ce que vous avez repéré autre chose? Merci Olivier, c'est top. Moi, je vais gagner un peu de temps parce qu'effectivement, tu l'as dit Olivier, il faut absolument, quand on se fout de la gueule des arbitres, il faut sanctionner, hein. Tout le monde le voit, il applaudit, il lève les yeux au ciel, donc il n'y a pas de question à se poser. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'ils restent calmes. Les deux arbitres, ils sont trois, mais les trois restent calmes. Et comme tu l'as dit Olivier, c'est nickel. Ils travaillent en équipe, tu en as un qui siffle en checking et l'autre qui siffle la faute technique juste à côté du joueur. Alors bon, là, ils sont trois. Mais on peut imaginer aussi, dans une situation à deux, appuyer le fait que c'est bien réalisé en équipe. Quelle question pourrait se poser? Je vais avancer un petit peu pour qu'on ait le temps de voir les derniers cas. Comment est-ce que vous avez géré la situation en équipe? Comment est-ce que vous l'avez arbitré en équipe? Voilà. Comment vous vous êtes senti au moment de sanctionner pour voir s'ils sont calmes ou s'ils sont dans l'émotion? Là, ce qui n'est pas le cas sur la vidéo. De quelle manière tu as sanctionné? Donc, physiquement, comment tu t'y es pris? Est-ce que tu bougeais? Est-ce que c'était à l'arrêt? Est-ce que ça a été rapide? Est-ce que tu as pris ton temps? Est-ce que tu as regardé la personne? Et puis derrière, qu'est-ce que tu as utilisé comme critère? Parce qu'il faut quand même ramener une faute technique, c'est grave. Donc, faire verbaliser en disant qu'est-ce que tu as sanctionné? Voilà. Si on avait à retenir quelque chose de cette situation-là, ne pas siffler dans l'émotion, ce qui est le cas sur la vidéo. Ça, c'est top. C'est très bien fait. On prend son temps, on est à l'arrêt, ce qui est fait sur la situation. On fait face au joueur, on lui inflige la faute technique et ensuite, on va communiquer à la table et on reprend le jeu. On ne discute pas. On met une faute technique et on reprend le jeu. Voilà. Donc ça, si on avait des arbitres régionaux comme ça, évidemment, ce serait du top niveau. Donc, je vous laisse le soin de regarder le clip suivant. On va être pas mal. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Je vous ai mis une petite photo d'une belle faute technique. Donc là, on est sur la gestion 3. Situation de tir à 3 points avec un joueur qui, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, a une attitude un peu particulière. Alors, n'hésitez pas encore, ceux qui ne sont pas au volant, pas à la cuisine, de prendre la parole sur ce que vous pouvez observer, des choses qui sont positives ou des choses à améliorer, maîtriser ou pas. Et vous pouvez vous lancer quand vous le souhaitez. Là, c'est pareil. Sur la situation, j'y vais, hein, comme ça on enchaîne. Vas-y, Mika. Sur la situation, il y a un tir. Le joueur, l'attaquant blanc, il estime qu'il y a un contact et donc l'arbitre ne siffle pas le contact. L'action repart et il regarde l'arbitre en faisant des gestes, effectivement, en tapant.
l'arbitre redémarre. Au moment où elle voit le geste de contestation, elle s'arrête. Elle arrête le chrono, faute technique. Et moi, je trouve que c'est bien géré. Ok. Au niveau régional, tu penses que ça correspondrait à un coup de sifflet au niveau régional? Non, Pareil? non, je pense qu'en région, il ne le ferait pas. Ok. Qu'est-ce que tu changerais si tu étais en région? Qu'est-ce qui pourrait changer du niveau dans lequel elle est? Moi, je pense que s'ils sont en région, euh, sur le ballon, sur le prochain ballon mort, c'est de donner un avertissement en disant que sur ce genre de gestes et d'attitudes, la prochaine fois, ça sera sanctionné d'une faute technique. Super. Jean-Michel et Anthony, je crois, voulaient prendre la parole aussi. Oui, c'est ça. En fait, là, sur un match région, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment le match se déroule auparavant et de savoir si le joueur en question a déjà été averti. Donc, si c'est le cas et qu'il réitère le même comportement, c'est logique qu'il soit sanctionné automatiquement. Je vous félicite. Franchement, vous êtes top. Je n'ai pas grand-chose à faire. C'est parfait. Anthony, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, non, Mickaël a tout dit. Voilà. Très bien. Bravo. Donc, effectivement. Ouais. JP, faudra peut-être que c'est juste leur dire que si la technique intervient, il faudrait peut-être la mettre avec moins d'agressivité. Oui. Ça, je ne l'ai pas mis. Je vais peut-être le rajouter. Tu as raison. Enfin, il me semble qu'elle n'est pas trop agressive. Non, elle n'est pas agressive. Non, hein, non, c'est plutôt pas mal. Ah non. Quand même un peu. Ah non, Didier, je ne suis pas d'accord avec toi. Elle est à l'arrêt. Elle est à l'arrêt. Elle fait le mouvement tranquillement. Elle met la faute technique. Tranquillement. C'est plutôt pas mal. Alors. Ce qui est bizarre, en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est justement, est-ce que le joueur en question qui se prend la faute technique à ce moment-là n'a pas déjà eu le même comportement, ce qui explique la manière dont il prend la faute technique. Je vais y venir effectivement dans ce que vous dites. Donc là, on peut faire un avertissement pour contestation visible de tous sur un ballon mort, ou si on arrête le jeu, on doit mettre une faute technique. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir aussi par rapport à ce qui se passe sur la vidéo. Et évidemment, j'ai mis il y a une chose aussi qu'on peut repérer, c'est qu'elle arbitre vraiment le tir jusqu'à la fin du tir, et ensuite, elle va arbitrer la situation de faute technique. Vous regarderez sur la vidéo. Elle reste calme et sereine. Moi, je pense qu'elle reste suffisamment calme. Elle se laisse le temps pour analyser et décider. Les questions qu'on pourrait se poser, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux me décrire la situation? Pour quelles raisons tu as infligé une faute technique? Comment tu t'y es pris pour mettre la faute technique? Bon, si Didier, toi, tu trouves que c'est trop… Ben, tu peux aller sur ce biais-là. Comment tu t'y es pris? Et comment tu t'es senti? Ce qu'on doit retenir, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne doit pas ignorer ce genre de comportement. Et effectivement, après, il faut choisir le moment. Si c'est visible de tous, on va prendre son temps pour analyser, décider. Et puis, en fonction du contexte, comme vous l'avez dit, c'est top. Est-ce qu'on a déjà averti? Est-ce qu'on n'a pas averti? Et donc, soit on attend un ballon mort, soit on avertit directement. Donc, si jamais on n'avait pas averti, c'est un peu sévère. Au niveau régional, ça ne correspond pas à nos attentes. Comme vous l'avez dit, on prend le temps sur un ballon mort de prévenir en disant ça, je ne veux plus le voir. Et puis, par contre, si on a déjà averti l'équipe, évidemment qu'on arrête le jeu et qu'on met une sanction de faute technique. Bravo à tous. Allez, je me permets de déborder un tout petit peu. Je n'en voudrais pas à ceux qui veulent nous quitter, mais là, je pense qu'on a le temps de finir. Donc, je me permets de déborder un petit peu. Et puis, je vous laisse regarder le clip sur la gestion numéro 4. Donc, pareil, on est sur la contestation d'un joueur qui va… Non, mais j'ai regardé la 4. Pour moi, la 4, c'est pas possible. On va pouvoir en parler. Il y a peut-être d'autres qui ont un autre avis, Mickaël. Ouais. Ouais, mais il ne faut pas oublier que c'est au niveau régional. Hein. Mais même au niveau régional, Didier, c'est pas possible. Ça se voit souvent, ça. Mais oui, mais justement, c'est à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis ces situations-là. C'est qu'est-ce qu'on attend, nous, au niveau régional, sur une telle situation. Pour moi, le joueur qui lève les bras comme ça alors qu'il vient contester un coup de sifflet, tu ne peux pas le laisser faire. C'est-à-dire, au minimum, il doit prendre un avertissement sur un ballon mort ou quand l'arbitre passe à côté de lui en lui disant par contre, les bras levés, tout ça, je ne veux pas voir, sinon, ce n'est pas de technique. Et en vrai… On ne critique pas trop ces deux collègues de la zone. pour moi, bras levés comme ça, c'est technique. Hein. Okay. Non, mais on est bien d'accord, mais je dis simplement c'est chose courante en région parce que les joueurs ne sont pas éduqués pour éviter ça, justement. Donc, c'est notre travail, justement. Il y a un élément que vous ne prenez pas en compte et qui est important dans le débrief. Qu'est-ce qui se passe sur la situation pour qu'on en arrive là?
Déjà, j'ai envie c'est Damien, je vais dire en les nommant, pardon. Damien, à mon avis, il a vu quelque chose et On n'interprète pas, Charles. non, Anthony, mais vas-y. j'interprète pas. Mais en gros, la responsabilité du contact est du côté de AK. Alors, D'accord? Ouais, je Anthony, suis d'accord. Et Anthony, derrière, la moi je suite, dis, le joueur conteste vers AT. alors, laissez Anthony parler. D'accord. pour moi, c'est une situation qui peut paraître pour l'arbitre de tête une situation grise parce qu'il n'a peut-être pas tous les éléments pour juger ce qui s'est passé. Maintenant, le joueur jaune, là, je ne sais pas le Oui. combien, il s'en prend directement à Damien en arbitre de tête. Et Damien, à minima, il doit enlever le sifflet, il doit lui dire de ne pas faire cette gestuelle-là et de se taire et qu'on discute après. Ok. Maintenant, effectivement, au prochain ballon mort, c'est tout de suite prendre le joueur, l'avertir en disant tu as peut-être vu quelque chose, mais par contre, là, tu ne peux pas réagir de cette façon. La prochaine fois que tu réagis comme ça, c'est une faute technique. Et sur de la PNM, moi, je leur dirais, hein, attitude comme ça, c'est technique. On va y revenir. Jean-Michel, vous voulez la parole. Vas-y. En fait, ça a été bien résumé. Je pense que AT ne siffle pas parce qu'il se doute, même s'il n'est pas en responsabilité, qu'il s'est passé quelque chose. Donc, en fait, il doit assez rapidement discuter avec le joueur et lui expliquer que même s'il y a eu un contact qui n'a pas été vu, qui n'a pas réagi de cette façon-là à point, et le jeu continue. Mais je pense que comme il n'y a pas d'explication qui lui est donnée sur le coup, le joueur continue et après va voir l'arbitre sur la situation, l'autre arbitre sur la situation suivante. Donc, Alors là, vous arbitrez, vous, la réaction. Donc, je vais venir, moi. En fait, il y a une erreur d'arbitrage, ça, vous ne le voyez pas, mais il y a une intervention illégale sur le panneau. Ah ouais. Et donc là-dessus, il faut accorder le panier à 2 points. Déjà, comme ça évite que le mec il lève les bras. Donc, il y a une erreur d'arbitrage qui entraîne ensuite la contestation effective du joueur à plusieurs moments. Donc, le premier moment que je vous ai mis en photo, et après, il va revoir Samy de l'autre côté du terrain qui, lui, était en responsabilité de l'intervention. Pareil, prenez en compte le contexte. Donc, au minimum, si c'est la première action du match, bon, on est en région, hein, on ne va pas mettre la barre comme en championnat de France. Ce qu'on attend, c'est de l'accompagnement. Par contre, si l'équipe est déjà avertie, ce n'est pas la même histoire. En termes de questionnement, eh ben, pareil, est-ce que vous pouvez m'analyser la situation? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il faut, vous la prenez la plaquette et vous leur montrez. Que feriez-vous si vous deviez arbitrer la même situation? Et puis, en fait, ce qu'il faut retenir, si on est dans la première situation du match, bon, on va apaiser le joueur pendant qu'on monte ou effectivement enlever le sifflet, comme tu disais, Anthony, et puis parler au joueur en disant hey, calme-toi, calme-toi. Et puis ensuite, l'avertir officiellement quand le ballon va être arrêté, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit voir. Mais JP, est-ce que sur cette action-là, sur des PNM ou des JPR, tu vas donner les mêmes consignes? Oui, c'est ce qu'on a donné comme consigne à la mi-saison. C'est pour ça que je vous donne les mêmes, vous avez les mêmes. Okay. Par contre, si on a déjà averti, bah alors là, il faut avertir tout de suite. Il faut arrêter et mettre une faute technique. Ce n'est pas d'avertissement. Dès qu'il lève les bras là, sur l'arrêt sur image, que je vous ai mis là sur la photo, là, il faut sanctionner directement. Donc, en fait, ça va dépendre, comme vous l'avez dit, du contexte. Donc, pas trop sévère, mais pas laxiste. Voilà, on donne une chance, un joker, et puis après, on sanctionne. Donc, effectivement, si on est dans le premier contexte, bon, bah, mettre une faute technique là-dessus, ce n'est pas forcément la bonne chose, même si là, il insiste. Par contre, si on est dans le contexte où c'est déjà averti, bah, il faut mettre une faute technique. Voilà. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse la petite dernière? Il nous reste combien de temps? On peut dépasser, prendre une petite heure. Allez. Parce qu'on a commencé un peu plus tard. Hein, je me laisse une petite latitude. Allez, gestion 5. Elle est un petit peu plus longue parce qu'il y a 2 moments. Vous verrez, il y a un joueur qui réagit, puis après, il y a l'arbitre qui va gérer le coach. Je vous ai mis les photos. Je m'excuse pour les délais. Si vous souhaitez nous quitter, il n'y a aucun problème. Je ne vous en voudrez pas. Je vous enverrai la vidéo. Puis ceux qui veulent rester, on débrief. Pareil, ceux qui veulent se lancer, alors qu'on n'a peut-être pas encore entendu, puisque vous ne racontez pas de conneries pour l'instant. Il faut y aller. Donc, il y a deux moments. Hein, la gestion du joueur quand il va sortir et ensuite la gestion du coach. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Je crois que c'est Étienne, le coach. Bon, on s'en fout de qui c'est. Alors. Non, mais ce n'est pas chez nous, c'est dans une autre zone, j'ai l'impression. Non, mais moi, je prends des images que je trouve. Hein.
Bah, pour moi, la situation, elle est mal gérée, en fait. Qu'est-ce que tu identifies? Après, on verra si c'est bien ou pas bien. Qu'est-ce que tu identifies de positif ou de pas bon? Ben, il n'y a pas grand-chose. Non, Qu'est-ce qu'on identifie? quand je la regarde. Il y en a peut-être d'autres qui peuvent prendre la parole, allez-y. Pour moi, c'est surtout qu'ils ne prennent pas en compte ils ne sont pas suffisamment actifs sur la remontée de balle dès le début. Donc, on a l'impression qu'ils subissent le jeu. Ils sont pas directeurs de jeu du tout. Ils sont spectateurs. Donc, ils sont en réaction. Alors, je vais rester, Didier, sur juste la gestion, parce que je n'ai pas regardé ce truc-là. Moi, j'ai regardé vraiment comment il gère le joueur et comment il va gérer. Non, en fait, moi, je trouve que sur les coups de sifflet, l'arbitre, il a plutôt bien identifié que le 5 rouge, il cherche à être un peu dans la tricherie. Sur le démarquage, il en rajoute. Il revient derrière, il en rajoute. Et en fait, il est en réaction. Peut-être que d'ailleurs, ça aurait pu valoir à un moment donné un geste de simulation. Voilà. Et après, derrière, par contre, il est dans la surréaction. Donc, il ignore et je pense qu'il le fait plutôt bien. Après, moi, je pense que quand le joueur il part, une fois que le joueur part et qu'il continue dans la contestation, je pense qu'il ne doit pas le rappeler pour lui donner la faute technique parce que là, ça remet du feu de poudre. Et après, derrière, une fois que moi j'ai géré la situation, je n'irai pas voir le coach. Parce que de toute façon, vu la situation, le coach, il ne va pas entendre le discours qu'on va lui donner là. Mais par contre, s'il veut en rediscuter après, j'en rediscuterai avec lui après. Okay. Donc Didier, tu as certainement raison. J'ai même pas regardé moi la nonchalance sur la montée de balle, mais ce qui m'intéressait, c'était la manière dont il gérait. Donc je vais vous dire, moi, ce que j'ai pu voir, il y a une contestation visible du joueur, comme tout à l'heure, sur les deux situations précédentes. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer. On voit que l'arbitre a quand même une posture un peu spéciale, je vais y revenir, et que sa gestuelle aussi, elle est spéciale. Voilà. Malgré tout, il est calme. Moi, je trouve qu'il dégage du calme, l'arbitre. Et il avertit au final le 5 rouge en étant face à lui. Donc ça, c'est factuel. Il est de face quand il avertit. C'est ce qu'on demande quand on met un avertissement. En avertissement, on fait face à la personne. Et puis, après, il va échanger de profil avec le coach. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vous ai mis l'arrêt sur image. Il reste face au jeu. Alors, est-ce qu'il doit y aller, pas y aller? C'est un autre problème. Par contre, dans la posture, on voit quand même qu'il a les bras croisés. Ça, c'est pas bon. On verra après ce qu'il faut faire. Bon, donc il discute avec l'entraîneur de profil, c'est plutôt intéressant, c'est apaisé comme discussion. Par contre, il ne faut pas rester les bras croisés. Les questions, toujours pareil, là, c'est un problème de posture, de physique. Comment tu t'y es pris pour avertir le joueur ou pour gérer l'entraîneur? Qu'est-ce que tu changerais si tu devais recommencer? Vas-y, lève-toi et montre-moi. Moi, je suis le coach ou je suis le joueur, gère-moi en direct. Ça, vous pouvez le faire aussi dans un vestiaire au moment de débriefer. Mais après, est-ce que lui dire… Moi, je ne lui dirais pas d'aller voir le coach parce que c'est le mettre en difficulté, je trouve. Alors, effectivement, après, ça vous appartient. Mais si on devait y aller, en tout cas, ne pas croiser les bras comme ça. Et puis derrière, pareil, c'est de la gestion. Comment il s'est senti? Est-ce qu'il était calme? Est-ce qu'il était serein? Est-ce qu'il était énervé? Et puis, ça ne s'est pas vu. Donc, c'est aussi intéressant d'aller questionner les émotions. Ce qu'on doit retenir de cette situation-là, par contre, c'est qu'il faut d'abord terminer sa communication avec la table avant de gérer quoi que ce soit. Le joueur, il ne va pas sortir tant que vous ne lui avez pas dit de sortir. Donc, de toute façon, vous avez le moment de lui parler après. Il sera peut-être redescendu. Ensuite, restez calme, à l'arrêt. On fait un geste d'apaisement avec les mains pour dire « Oh, j'ai vu, éventuellement, je vais t'en parler, mais faire un petit geste d'apaisement. » Et puis, si on doit avertir, on le dit verbalement. Ton attitude, c'est pas possible, donc je t'avertis. Et après, on se retourne vers le collègue et on fait le petit geste et on le dit tout fort. Numéro 5 rouge averti. Évitez de faire le geste, ça, devant le joueur. Ça peut être agressif. C'est un petit peu comme quand on faisait ce que fait l'arbitre là, la gestuelle de la faute technique. Donc, on lui dit verbalement, tu es averti, et on se retourne vers le collègue. Numéro 5 rouge, avertissement officiel. Voilà. Et après, on est avec l'entraîneur. Garder les bras le long du corps et rester face au jeu, si on y va. Donc après, si vous avez envie de dire ne n'y va pas, vous pouvez le dire aussi, mais si on le fait, on est face au jeu si on a besoin de discuter. Si on a besoin de transmettre un avertissement, on se met face à lui. Voilà, ça, c'est des petits trucs qu'on doit retenir. Donc là-dessus, ça ne correspond pas en termes de gestion à ce qu'on attend d'un arbitre régional pour les critères que je viens de vous énoncer. Juste après, vous regarderez chez vous, je vous ai mis un petit rappel sur comment on va gérer les différentes situations-là.
quelqu'un qui est à gauche, là, une demande courtoise, quelqu'un qui a une demande démonstrative ou quelqu'un qui a une demande agressive. Là, vous avez le même coach qui a les 3 postures. Donc, déjà, ce qu'on a dit aux arbitres, nous, c'est dans quel état d'émotion est l'entraîneur. Est-ce qu'il est courtois? Donc là, on reste ouvert au jeu. Donc, je vous ai mis des petites images où, vous voyez, les arbitres discutent parce qu'il y a un climat qui est apaisé. Donc, on peut discuter, mais on est orienté face au jeu parce que la priorité reste le jeu. Voilà, ce n'est pas le coach la priorité là, ça se passe bien. Ensuite… Justement, JP, pardon, sur la dernière vidéo, le remplacement, il faudrait qu'on puisse identifier si le remplacement intervient parce que c'est la 5e faute du joueur ou si parce que le coach connaît son joueur et qu'il le sort pour pouvoir le préserver justement. Ouais, tu as raison Didier, merci. C'est une bonne remarque. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas l'info. Donc effectivement, on peut remercier le coach s'il le fait, parce qu'il est avec vous, s'il sort son joueur. Je vais terminer après le déroulé. Là, si vous avez une demande plutôt démonstrative, Anthony, tu as levé la main. Je te laisse le temps. Ouais, c'était juste pour ajouter 2 choses sur la dernière vidéo qu'on a vue. La première chose, c'est que l'arbitre, c'est un petit tips, mais dès le premier démarquage sous la remise en jeu, sous le panier, en fait, il y a une première contestation du joueur qui commence à regarder l'arbitre. Et il faut que ça lui fasse un petit tilt à l'arbitre en disant « Attention, ce duel-là ou ce joueur-là, il est chaud. » Et il faut que je sois attentif. Derrière, quand il donne un coup de sifflet pour sanctionner ce même joueur, l'arbitre, il ne frise pas du tout. Il donne son coup de sifflet, il se retourne tout de suite à la table pour faire sa gestuelle. Et donc, du coup, ça l'empêche de bien le gérer. Peut-être que s'il frise et il fait tout de suite un geste d'apaisement vers le joueur, on n'en arrive pas à cette situation. Parce que derrière, l'arbitre, il va il voit le joueur arriver vers lui. Donc, du coup, il remet le sifflet à la bouche et ça peut paraître tout de suite agressif. Et on n'est plus dans la gestion, en fait. On est tout de suite presque dans la sanction. Donc, s'il avait frisé et vraiment apaisé tout de suite le joueur en prenant un petit peu le temps, on ne serait peut-être pas arrivé à cette situation-là et cette attitude-là du joueur. Je le note, je vais le rajouter. C'est une très bonne remarque. Je vais rajouter ce que vous m'avez dit dans le petit déroulé. Merci, Anthony. Donc, je reprends le fil là, sur ce qu'on a dit à nos arbitres régionaux à la mi-saison. L'état émotionnel, si c'est une demande démonstrative, on apaise avant de dialoguer ou pas, en fonction de l'état dans lequel est le coach. Donc là, vous voyez, il y a des coachs qui sont un peu plus démonstratifs. Donc, on va choisir si on communique ou pas, si on peut, s'il est en capacité d'écouter. Vous voyez qu'on commence à avoir les mains là, qui apparaissent, la posture des mains, je vais y revenir après. Et puis ensuite, si c'est une demande agressive, bon, voilà, il faut sanctionner indépendamment du moment. Voilà, on ne doit pas tolérer faute technique sur les attitudes qui dépassent la ligne rouge. Voilà. Et puis, en termes de posture, je vous ai fait un petit rappel et je l'aurais dit aux arbitres régionaux. Si on est de profil, c'est que la priorité, elle est au jeu. On est de profil, on écoute, on est dans de la discussion, la priorité reste sur le jeu. À partir du moment où on va changer de posture, donc là, on écoute, sur les petites photos que je vous montre, là, on écoute, on rassure, on donne une information. Par contre, à partir du moment où on se met de face, la priorité, ça devient l'entraîneur ou le joueur. Et là, c'est en général pour transmettre un message directif, soit un avertissement, soit vraiment une alerte. Donc là, je vous ai mis Mehdi, bonne situation. Je pense qu'il lui demande gentiment de retourner dans sa zone de banc. En gros, voilà, de profil ou de face, c'est ce qu'on a dit à nos arbitres régionaux. Et on a parlé aussi de la hauteur des mains. Est-ce que c'est plutôt bas pour apaiser ou est-ce que c'est plutôt des mains hautes? Là, on voit Maxime sur la vidéo. Est-ce que c'est plutôt bas pour apaiser? Ce qu'on aurait pu voir, comme le disait Anthony, sur la gestion précédente. Ou si on monte le bras, là, ça commence à être stop. Donc là, il y a une jeune femme qui le fait. Et puis, Abdel qui le fait bien aussi, avec lui carrément le sifflet dans la bouche. Donc là, il n'y a même pas de discussion possible. C'est comme ça. Pour conclure, je vous ai remis les attentes régionales en termes de gestion d'un arbitre régional, pour le duo également. Et puis voilà, c'était ce que je voulais voir avec vous ce soir. Alors, je suis désolé d'avoir dépassé un peu, j'ai été un peu ambitieux, mais j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, je vous propose qu'on reste dans cette démarche-là pour les autres attentes la prochaine fois. On va te mettre des likes. Très bien. Allez, je dois vous laisser. Bonne soirée à vous. Bonne soirée également. Je reste dispo pour ceux qui ont des questions. Et sinon… JP, la séance que vous aviez faite sur la prise de notes, vous ne l'aviez pas enregistrée? Non.
Ok. J'ai pas ça. Samy vous a envoyé les infos par mail. Ouais, ça j'ai vu. Bonsoir à tous. Et du coup, non, je ne l'ai pas enregistré. Ce soir, il y en a qui m'ont demandé de l'enregistrer, donc je l'ai fait. Ok. Et Ça du marche. coup, je la mettrai à dispo et je vous partagerai. Ok, mais pas de souci.